Les coups contre ma porte d'entrée ont commencé à 21h47 un mardi soir, et je me souviens exactement de l'heure parce que je fixais l'horloge du micro-ondes quand le premier point a frappé le bois. Ouvre cette porte. Tu as tout gâché. La voix d'André s'est brisée sur le dernier mot, aiguë et désespérée, ne ressemblant en rien à l'homme que j'avais épousé il y a 19 ans. Je me tenais dans mon propre couloir, les bras croisés, le dos contre le mur de plâtre frais, et je n'ai pas bougé d'un pouce vers cette porte. 3 jours plus tôt, je croyais encore que j'avais un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Je m'appelle Mireille Bonnet. J'ai 45 ans et je gère les archives médicales pour un groupement hospitalier à Lyon, un travail qui m'a appris bien avant que tout cela n'arrive que les dossiers ne mentent jamais, même quand les gens le font. J'avais passé 19 ans mariée à André, un homme qui avait bâti une entreprise de rénovation de bâtiments à partir de rien, juste une camionnette et une boîte à outils, et pendant la majeure partie de ces années, j'étais fière de lui, fière de nous. Je croyais que nous étions le genre de couple qui se soutenait, qui comprenait que le mariage signifiait porter le poids ensemble quand la vie devenait lourde. J'ai découvert à quel point je me trompais un samedi matin, debout dans un couloir d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le café brûlé, en regardant le visage de ma mère devenir gris. Hélène est âgée de 72 ans. Elle nous a élevés seuls, ma sœur Rachel et moi, après la mort de mon père, en enchaînant les services dans une brasserie pendant des années avant de prendre enfin sa retraite avec rien d'autre qu'une petite pension et sa fierté. Elle ne m'a jamais rien demandé. Alors, quand elle m'a appelé ce matin-là, la voix ténue et étrange, disant qu'elle n'arrivait pas à reprendre son souffle, j'ai tout lâché et j'ai conduit jusqu'à sa maison si vite que j'ai failli manquer le tournant de sa rue. Le temps que les ambulanciers la stabilisent et que le cardiologue m'emmène dans une salle latérale avec son dossier et sa voix de médecin prudente, je savais déjà que c'était grave. Un remplacement de valve, a-t-il dit. Urgent, pas une urgence vitale immédiate, mais assez proche pour que l'attente ne soit pas vraiment une option. Et puis est venu le chiffre qui a tout changé, 5 800 € dus avant qu'il ne programme l'intervention. Des frais de dépassement d'honoraires et de cliniques privées parce que c'est ainsi que fonctionne le système quand on veut les meilleurs spécialistes rapidement et qu'on a passé sa vie à s'en sortir de justesse. Je ne les avais pas. Pas de manière liquide sur un compte, pas sans toucher à des choses auxquelles je ne pouvais pas toucher. Mais André et moi les avions, du moins je le pensais. Nous venions de signer pour une maison de vacances près du lac d'Annecy, un investissement familial, comme il l'appelait. Le genre d'achat qui lui faisait gonfler un peu le torse quand il en parlait au dîner. Je me souviens avoir pensé, debout dans ce couloir d'hôpital avec le dossier de ma mère entre les mains, que c'était exactement à cela que servait un mariage. On construisait quelque chose ensemble pour que, lorsque le sol tremblait, on ait quelque chose sur quoi se tenir. Alors, je l'ai appelé. Il a décroché à la 3e sonnerie, et je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, le générique d'un jeu télévisé. Je lui ai parlé de ma mère, de l'opération, du montant. J'ai gardé ma voix stable parce que c'est ce que je fais. Je reste stable. Je résous les problèmes. Je ne m'effondre pas dans les couloirs d'hôpital. Je lui ai demandé si nous pouvions piocher dans nos économies juste jusqu'à ce que je trouve un plan à plus long terme. Il y a eu une pause. Une longue pause. Nous venons d'acheter la maison au lac, a-t-il dit, comme si j'avais oublié, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Débrouille-toi toute seule. J'ai littéralement ri, un court souffle d'incrédulité, parce que j'avais sûrement mal entendu. Sûrement mon mari depuis 19 ans ne venait pas de me dire de gérer seule l'opération cardiaque de ma mère mourante 3 jours après avoir signé des papiers pour une propriété de vacances. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, j'ai entendu un froissement de tissu, le téléphone changer de main. Et puis la voix de Carole, ma belle-mère, tranchante comme un couteau d'office, même quand elle essayait de paraître raisonnable. Arrête d'appeler mon fils, a-t-elle dit. Va demander à ta propre famille. Et puis la ligne a coupé. Je suis restée là, tenant mon téléphone, les néons de l'hôpital bourdonnant au-dessus de ma tête, ma mère quelque part derrière une double porte attendant de savoir si elle pourrait avoir son opération à l'heure, ou si nous devions la retarder, parier avec son cœur. Parce que l'argent n'était pas là. J'ai regardé l'écran, le journal d'appel qui indiquait André 3 minutes 12 secondes et quelque chose dans ma poitrine est devenu très silencieux et très froid. 19 ans.
2 enfants que nous avions élevés et envoyés vers leur propre vie. Chaque dîner d'anniversaire, chaque nuit tardive quand son entreprise avait failli faire faillite et que j'avais pris des gardes supplémentaires pour nous couvrir, chaque fois que je m'étais dit que l'amour signifiait être la même quand c'était peu pratique. Et en 3 minutes et 12 secondes, tout cela s'était réduit à une seule phrase. Débrouille-toi toute seule. Je n'ai pas pleuré. Je veux être claire là-dessus parce que je pense que les gens s'attendent à ce que je dise que j'ai craqué dans ce couloir, mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai ressenti était plus étrange que le chagrin. C'était de la clarté. Une porte se fermant quelque part au fond de moi, calme et définitive. Le genre de son que l'on ne remarque que dans le silence qui suit. J'ai plié les papiers de l'assurance dans mes mains jusqu'à ce que les plis deviennent tranchants et je suis retournée vers la salle d'attente où ma sœur Rachel était assise, son manteau encore sur elle. Et pour la première fois de mon mariage, je me suis autorisée à penser la phrase jusqu'au bout. Peut-être que je n'ai jamais été sa priorité du tout. Je n'avais aucune idée en restant là que l'appel téléphonique auquel je venais de survivre n'était rien comparé à ce qui allait arriver. J'ignorais qu'en 3 jours, ce même homme frapperait à ma porte d'entrée en hurlant que je l'avais ruiné. Je ne savais pas encore ce qu'il cachait. Je ne savais pas pour l'enveloppe qui m'attendait ni pour la lettre à l'intérieur ni pour les quelques mots qui finiraient par changer toute la direction de ma vie. Je ne savais qu'une chose en me tenant dans ce couloir avec l'opération de ma mère encore en suspens. J'avais besoin de 5 800 € et mon mari venait de me dire que j'étais seule. L'opération de ma mère était prévue pour 6 heures le lendemain matin, ce qui signifiait que d'une manière ou d'une autre, l'argent devait être là avant la fin de la journée. J'ai passé l'après-midi à faire les calculs que je n'avais jamais voulu faire, mon compte courant, le modeste salaire de professeur des écoles de ma sœur Rachel, une carte de crédit avec une limite qui ne couvrirait pas la moitié. Rachel a offert tout ce qu'elle avait sans hésitation et je l'ai aimée pour cela. Mais même combiné, il nous manquait encore plus que ce que je voulais admettre à voix haute. J'étais assise sur une chaise en plastique dans la zone d'attente chirurgicale vers 19 h ce soir-là, fixant le vide quand j'ai remarqué une silhouette familière marchant dans le couloir vers moi. Guillaume Bonnet, mon beau-père, se déplaçait plus lentement ces jours-ci, mais il y avait quelque chose de déterminé dans ses pas ce soir-là, comme un homme qui avait pris une décision et n'allait pas se laisser remettre en question. Guillaume a 75 ans, c'est un expert comptable à la retraite, le genre d'homme qui a passé 40 ans à équilibrer les comptes des autres et qui a fini par élever un fils incapable d'équilibrer sa propre conscience. Lui et moi nous étions toujours bien entendus d'une manière calme et discrète. Il ne disait jamais grand-chose lors des dîners de famille, il observait juste de la façon dont les comptables ont tendance à tout observer, cataloguant des détails que les autres manquaient. Il s'est assis à côté de moi sans un mot et a pressé une enveloppe dans mes mains. Elle était plus lourde que ce à quoi je m'attendais. « Ne l'ouvre pas ici », a-t-il dit, la voix basse. « Attends d'être seul. » Je lui ai demandé ce que c'était et il a juste secoué la tête, a tapoté ma main une fois et m'a dit de prendre soin de ma mère. Puis il s'est levé et est reparti dans ce même couloir, et je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait à un homme s'éloignant de quelque chose qu'il portait depuis très longtemps. Je n'ai pas attendu aussi longtemps qu'il l'avait demandé. Je suis allée aux toilettes familiales au bout du couloir, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 5 800 € libellé exactement au centime près de ce dont l'hôpital avait besoin. Et plié en dessous, une seule feuille de papier avec l'écriture soignée et démodée de Guillaume. André te ment depuis des années. Ne crois rien au sujet de cette maison à Annecy. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée. J'ai lu cela 3 fois. À chaque fois, les mots signifiaient moins et plus en même temps, moins parce que je ne pouvais pas encore comprendre ce qu'ils impliquaient, plus parce que je comprenais quelque part dans mes tripes qu'ils signifiaient quelque chose d'énorme. J'ai apporté le chèque aux admissions avant la date limite. Ma mère a été opérée le lendemain matin comme prévu, et je me suis assise dans cette même salle d'attente pendant 4 heures qui m'ont paru 40, regardant le petit tableau d'affichage passer de en cours à fermeture puis enfin salle de réveil. Quand le chirurgien est sorti encore dans sa tenue de bloc et m'a dit que le remplacement de la valve s'était parfaitement déroulé, j'ai mis mon visage dans mes mains et je me suis autorisée à pleurer pour la première fois en 3 jours, non plus de peur, mais d'un soulagement si vif qu'il faisait mal.
Guillaume était de nouveau là cet après-midi-là, assis à quelques chaises de là, m'attendant quand je suis ressortie après avoir vu ma mère installée en réveil. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste tendu un gobelet en carton de café de distributeur et m'a laissé m'asseoir avec. Merci, ai-je fini par dire, pour le chèque. Je ne sais pas comment. Tu n'as pas besoin de me remercier, a-t-il dit en me coupant doucement. Tu dois écouter, m'a-t-il dit de cette même voix prudente qu'il utilisait probablement autrefois pour expliquer le code des impôts à des clients nerveux, la maison du lac n'est pas ce que tu crois. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Nous avions signé ensemble. J'avais vu l'annonce. As-tu vu l'acte de propriété, a-t-il demandé. Je ne l'avais pas vu. J'avais vu une pile de papier qu'André avait mis devant moi un soir, distraite, fatiguée après une garde de 12 heures, et j'avais signé là où il m'avait dit de signer parce que je lui faisais confiance. Parce que 19 ans de mariage vous apprennent à faire confiance au raccourci, au signe ici chérie je t'expliquerai plus tard qui n'est jamais vraiment expliqué. La mâchoire de Guillaume s'est crispée. Il a semblé un instant porter quelque chose de si lourd que cela commençait à le courber. Il n'a jamais eu l'intention que tu en sois propriétaire, a-t-il dit calmement. Je suis restée assise là dans ce couloir d'hôpital, ma mère vivante et en convalescence juste au bout du couloir, le père de mon mari assis à côté de moi avec la vérité qu'il gardait manifestement depuis plus longtemps que l'un ou l'autre d'entre nous ne voulait l'admettre. Et j'ai senti la même clarté froide d'il y a 3 jours se réinstaller dans ma poitrine. J'ai pensé à l'appel téléphonique. Nous venons d'acheter la maison au lac. Débrouille-toi toute seule. J'ai pensé à Carole arrachant le téléphone, à la facilité avec laquelle elle m'avait dit d'aller demander à ma propre famille comme si ma famille et la sienne n'avaient jamais été la même chose. J'ai regardé Guillaume et je lui ai posé la seule question qui comptait. Quoi d'autre est-ce que j'ignore? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé ses mains croisées sur ses genoux, des mains de vieil homme stable après des décennies de colonnes, de chiffres et de secrets d'autrui. Plus que tu ne le penses, a-t-il fini par dire. Mais tu vas avoir besoin de preuves avant de croire quoi que ce soit, et tous les autres aussi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise près du lit d'hôpital de ma mère en écoutant le bip régulier du moniteur qui me disait que son cœur fonctionnait toujours, se battait toujours, était toujours le sien. Et j'ai pensé à mon propre cœur et à combien de temps il avait travaillé tranquillement en heures supplémentaires pour continuer à croire en quelque chose qui n'était peut-être pas réel depuis très longtemps. Ma mère est rentrée de l'hôpital 4 jours plus tard, se déplaçant lentement mais respirant plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Et une fois que j'ai su qu'elle était stable, une fois que Rachel se fut installée dans la chambre d'amis pour aider à sa convalescence, je me suis enfin autorisée à me poser la question qui tournait dans mon esprit depuis que Guillaume m'avait tendu cette enveloppe. Quoi d'autre est-ce que j'ignorais? Rachel m'a trouvée à ma table de cuisine ce jeudi soir, un ordinateur portable ouvert devant moi, 3 relevés bancaires différents imprimés et étalés sur la surface comme des preuves sur une scène de crime parce que c'est essentiellement ce qu'ils étaient. Elle a tiré une chaise sans demander et a regardé par-dessus mon épaule. Qu'est-ce qu'on regarde, a-t-elle demandé. Nos économies, ai-je dit, ou ce qu'il en reste. Le chiffre qui me fixait depuis l'écran m'a donné une boule au ventre. Un compte qui aurait dû contenir près de 40 000 €, de l'argent que nous avions mis de côté ensemble sur une décennie, de l'argent que j'avais vu fructifier au fil des années grâce à un budget rigoureux, n'affichait plus que 3 000 €. J'ai fait défiler l'historique des transactions et ils étaient là, des virements que je ne reconnaissais pas, des montants qui n'avaient aucun sens par rapport à n'importe quel achat dont je pouvais me souvenir, tous dirigés vers un numéro de compte que je n'avais jamais vu auparavant. La voix de Rachel était calme mais ferme. Mireille, tu dois parler à un avocat. Ce soir si tu peux. Je voulais discuter avec elle, un vieil instinct en moi voulant encore trouver une explication qui ne se terminait pas par une trahison. Une dépense professionnelle, une affaire d'impôt, quelque chose qu'André expliquerait avec son assurance facile et son demi-sourire qui me faisait autrefois croire que tout allait bien. Mais les chiffres ne mentaient pas et la lettre de Guillaume continuait de résonner dans mon esprit. Il n'a jamais eu l'intention que tu en sois propriétaire. André restait chez ses parents cette semaine-là, nous donnant à tous les deux de l'espace après l'appel téléphonique, du moins c'est ce qu'il affirmait. Cela me laissait la maison pour moi seule et cela me donnait, pour la première fois en 19 ans,
le cran d'entrer dans son bureau et de regarder vraiment. Je veux être honnête, je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant. Non pas parce que j'avais peur de ce que je trouverais, mais parce que je n'avais jamais eu de raison de chercher. C'est ce que fait la confiance. Elle ferme les portes si doucement que vous oubliez même qu'elles sont là. Le tiroir du bureau n'était pas verrouillé. Il n'était même pas complètement fermé, juste entrouvert comme s'il était parti précipitamment et n'était jamais revenu pour le ranger. À l'intérieur, j'ai trouvé une chemise cartonnée épaisse remplie de papiers, des demandes de prêts bancaires, des documents de propriété, un dossier d'hypothèque avec l'adresse de la maison d'Annecy imprimée en gras. Je me suis assise par terre dans son bureau, le dos contre le mur, et j'ai parcouru chaque page. La demande de prêt listait nos revenus familiaux combinés, elle listait le mien, mon salaire, mon titre de poste, mes années d'ancienneté, le tout dactylographié proprement dans une case qui rendait la banque assez à l'aise pour approuver un prêt pour une propriété de 210 000 €. Il avait utilisé mes revenus pour se qualifier. Cette partie ne m'a pas surprise. Les couples mariés font cela tout le temps et il n'y avait rien de mal en soi. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est l'acte lui-même glissé sous les papiers du prêt. L'encre était encore fraîche comme s'il avait à peine été manipulé. Propriétaire unique, André Bonnet. Mon nom n'apparaissait nulle part. Pas en tant que copropriétaire, pas en tant que bénéficiaire, pas même en note de bas de page. J'ai vérifié la date, la même semaine où nous étions censés avoir signé l'achat ensemble, la même semaine où je me souvenais avoir signé des papiers à la table de la cuisine, fatiguée, distraite, confiante. J'ai tourné jusqu'à la page des signatures. Là, en bas, se trouvait mon nom, Mireille L. Bonnet, dans une écriture qui ressemblait presque exactement à la mienne. Le même léger penchant vers le haut sur le M, la même boucle que je fais dans le L. Mes yeux l'ont parcouru lentement, de la façon dont j'avais appris à réviser les documents à l'hôpital, vérifiant les anomalies dans les dossiers des patients pour gagner ma vie. Entraîné à remarquer quand quelque chose semblait correct mais ne l'était pas tout à fait. La pression était mauvaise. Ma signature commence toujours légère et devient plus lourde vers la fin, une habitude prise après des années à signer des dossiers rapidement. Cette signature était uniforme partout, délibérée, prudente, la signature de quelqu'un qui m'imitait plutôt que d'être moi. Je suis restée assise sur le sol de ce bureau pendant un long moment, l'acte sur mes genoux, sentant quelque chose basculer de façon permanente dans ma poitrine. Ce n'était plus le choc. Le choc était déjà venu et reparti avec l'appel téléphonique, avec l'enveloppe, avec le compte d'épargne vide. C'était quelque chose de plus froid et de plus stable, la sensation de regarder la dernière pièce d'un puzzle s'emboîter dans une image que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais plus ignorer. Quelqu'un avait apposé mon nom sur un document légal. Quelqu'un avait utilisé mes revenus pour garantir un prêt dont je n'étais jamais censé bénéficier. Quelqu'un avait construit toute une propriété, tout un secret sur les fondations de ma confiance, puis m'avait dit de gérer seul l'opération cardiaque de ma mère parce qu'il venait de dépenser notre argent pour une maison de vacances qui n'avait juridiquement rien à voir avec moi. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone avant de remettre le dossier exactement là où je l'avais trouvé. Les bords alignés, le tiroir laissé juste légèrement entrouvert comme il l'était. Je ne voulais pas qu'il sache que je l'avais vu. Pas avant d'avoir compris exactement à quoi je faisais face. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Laure Bellet, une avocate spécialisée dans le droit de la famille et la fraude financière qu'une collègue de l'hôpital m'avait recommandée il y a des années pour une raison totalement différente. J'ai laissé un message demandant le rendez-vous le plus proche possible. Puis je me suis assise dans mon salon sombre, mon téléphone à la main, et j'ai regardé une fois de plus la photographie de cette signature, mon nom tracé par la main prudente de quelqu'un d'autre. Et j'ai compris que quoi qu'il arrive à mon mariage, ce n'était plus une question de maison au lac ou d'appel téléphonique. C'était une question de savoir depuis combien de temps exactement on me mentait et combien d'autres choses j'ignorais encore. Guillaume m'a appelé 2 jours plus tard tôt un samedi matin, sa voix portant une urgence que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. Il m'a demandé si je pouvais passer chez lui pendant que Carole était à sa partie de bridge hebdomadaire. J'ai dit que je pouvais être là dans 20 minutes et je l'ai fait. Il m'a accueilli à la porte latérale plutôt qu'à l'entrée principale, ce qui m'a dit avant même qu'il ne dise un mot que quoi que ce soit, il ne voulait pas que Carole tombe dessus.
Il m'a conduite à travers la cuisine et jusqu'au garage où une seule ampoule nue pendait du plafond et où des rangées de boîtes de rangement bordaient le mur du fond étiqueté de son écriture soignée de comptable, impôt 2015 garantie Guillaume Médical. Il a descendu une boîte d'une étagère haute, une qui n'était pas étiquetée du tout, et l'a posée sur l'établi entre nous. André m'a demandé de garder ça pour lui il y a quelques années, a-t-il dit. Il m'a dit que c'était du surplus de son bureau, rien d'important. Je n'ai jamais eu de raison de l'ouvrir jusqu'à maintenant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers bien organisés malgré l'affirmation d'André selon laquelle ce n'était que du fouillis, des relevés fiscaux remontant à près d'une décennie, des documents hypothécaires, des registres commerciaux de son entreprise de rénovation et une épaisse pile de courriels imprimés. Guillaume en avait manifestement déjà parcouru une partie. Plusieurs pages avaient des notes adhésives sur les bords, son écriture marquant des dates et des noms. J'ai commencé par les courriels parce que quelque chose dans la façon dont Guillaume évitait mes yeux me disait que c'était là que se trouvait le véritable poids de cette boîte. La plupart étaient des correspondances banales avec son conseiller financier, un homme nommé Grégoire Privat, concernant des investissements commerciaux et des rendements trimestriels. Mais un courriel daté d'il y a presque 3 ans a figé mes mains sur le papier. Quand Hélène décédera, Mireille héritera de la maison. Nous refinancerons tout à ce moment-là pour l'injecter dans la propriété du lac. Cela devrait nous donner assez de fonds propres pour agrandir l'entreprise sans toucher à nos comptes actuels. J'ai lu cela 2 fois puis une 3e parce que je devais être sûr que je n'imaginais pas les mots se réorganiser en quelque chose de moins monstrueux que ce qu'ils disaient réellement. Mon mari avait écrit en langage clair à son conseiller financier un plan construit autour de la mort de ma mère. Pas sa maladie, pas sa mortalité de la façon abstraite dont nous reconnaissons tous que nos parents nous quitteront un jour, un plan spécifique et calculé synchronisé avec son décès. Conçu pour extraire la valeur d'une maison qu'elle avait travaillé toute sa vie à payer. Il planifie cela depuis des années, a dit doucement Guillaume en observant mon visage. J'ai trouvé ce dossier il y a 18 mois. J'aurais dû te le montrer à l'époque. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé et je n'ai pas essayé d'adoucir le ton de ma voix. Guillaume s'est assis sur un vieux tabouret près de l'établi semblant plus vieux que je ne l'avais jamais vu paraître, plus vieux que ses 75 ans. Parce que c'est mon fils, a-t-il dit. Et je n'arrêtais pas de me dire qu'il changerait. Que c'était une phase, que la pression de l'entreprise pesait sur lui, qu'une fois les choses calmées il redeviendrait l'homme que j'ai élevé. Il a secoué la tête lentement. J'avais tort. Et chaque jour où je ne te l'ai pas dit, je le choisissais lui plutôt que toi. Je ne vais plus faire ça. Je n'avais pas l'énergie d'être en colère contre Guillaume. Quel que soit le sentiment de culpabilité qu'il portait, il l'avait apporté dans ce garage et l'avait finalement déposé devant moi, ce qui était plus qu'André n'avait jamais fait en 3 jours de silence depuis l'appel téléphonique. J'ai parcouru le reste de la boîte lentement, méthodiquement, de la même manière que je traiterais le dossier d'un patient quand quelque chose ne colle pas, cherchant le fil qui reliait chaque pièce. Il y avait d'autres transferts que je reconnaissais maintenant, les mêmes numéros de compte inconnus de mes propres relevés bancaires alimentant ce qui semblait être un compte professionnel distinct qu'André avait ouvert à mon insu. Un compte qui n'apparaissait nulle part sur nos déclarations d'impôts jointes. Il y avait des notes sur la valeur de revente projetée de la maison du lac, des calculs sur le montant des fonds propres qu'il espérait retirer une fois l'hypothèque refinancée selon des termes qui m'éloigneraient encore plus de toute réclamation légale. La pièce la plus accablante était une note manuscrite glissée au dos du dossier dans l'écriture cursive d'André, le genre d'écriture décontractée qu'une personne utilise lorsqu'elle jette une pensée sur le papier pour elle seule. Mireille ne posera pas de questions si je garde les chiffres assez bas. Elle fait confiance au processus. Je suis restée avec cette phrase pendant un long moment. Elle fait confiance au processus. 19 ans de mariage réduit à une stratégie, un modèle comportemental qu'il avait étudié et exploité de la même manière qu'il pourrait étudier le budget d'un client en rénovation cherchant la voie de la moindre résistance. Guillaume m'a regardé plier la note avec soin et la glisser à nouveau dans le dossier. Je sais que je suis désolé n'annule rien de tout cela, a-t-il dit, mais je le suis plus que je ne saurais le dire. J'ai regardé cet homme qui avait élevé la personne que j'avais épousée, qui avait passé toute sa carrière à s'assurer que les chiffres disent la vérité, et qui avait enfin, bien que tardivement, décidé que la vérité importait plus que la protection de son fils.
J'ai tendu la main et j'ai posé la mienne sur la sienne. Vous m'avez donné l'argent pour l'opération de ma mère, ai-je dit. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, et vous n'étiez pas obligé de me montrer tout cela aujourd'hui. Je sais ce que cela vous coûte. Il a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix, et pendant un moment nous sommes restés assis là dans ce garage sombre avec les preuves de l'effondrement de mon mariage étalées sur l'établi entre nous. Quand je me suis enfin levée pour partir, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le cabinet de Maître Laure Bellet, l'avocate que j'avais contactée quelques jours plus tôt. Son assistante a répondu et m'a dit que Laure avait une annulation lundi matin si je pouvais venir. J'ai dit oui avant qu'elle ne termine sa phrase. En rentrant chez moi, le contenu de la boîte photographiée et sauvegardé en triple exemplaire sur mon téléphone, j'ai senti quelque chose se solidifier en moi qui était resté mou et plein d'espoir pendant bien trop longtemps. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un mauvais mois ou un mari stressé faisant un commentaire irréfléchi lors d'une journée difficile. C'était un plan construit soigneusement au fil des ans attendant patiemment que ma mère meure pour que mon mari puisse profiter de son absence. Je me suis garée dans mon allée, j'ai coupé le moteur et je suis restée assise là dans le calme pendant un long moment avant de dire enfin les mots à voix haute pour moi seule, testant ce qu'ils provoquaient dans ma propre voix. Je veux divorcer. Ils m'ont semblé pour la première fois en 3 jours comme la chose la plus vraie que j'ai dite. Le bureau de Maître Laure Bellet se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques transformé dans le centre-ville, le genre d'endroit avec des parquets usés et des diplômes de droit encadrés proprement au mur, et dès que je me suis assise en face de son bureau, j'ai compris pourquoi ma collègue me l'avait recommandé sans hésiter. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre une seule fois, son stylo se déplaçant régulièrement sur un bloc-notes légal, et quand j'ai finalement fait glisser mon téléphone sur le bureau avec les photos de l'acte, des courriels et de la note manuscrite d'André, elle a tout lu en silence avant de lever les yeux vers moi. Cela va prendre un certain temps pour construire le dossier correctement, a-t-elle dit, mais Mireille, ce que vous m'avez apporté est plus que suffisant pour commencer. Au cours des 2 semaines suivantes, le cabinet de Laure est devenu comme un second travail pour moi. Je l'ai rencontré 3 fois chaque séance révélant une autre couche de ce qu'André avait construit. Elle a fait appel à une experte comptable judiciaire, une femme à la voix douce nommée Denise, spécialisée dans ce genre de démêlage financier, et ensemble elles ont construit une chronologie qui me donnait la nausée chaque fois que je la regardais. La falsification de l'acte a été confirmée dès la première semaine. Une analyste en graphologie contractée par Laure a comparé ma signature connue avec celle figurant sur les documents hypothécaires et a trouvé ce qu'elle appelait des incohérences assez significatives pour justifier une enquête plus approfondie. Un langage professionnel pour ce que je savais déjà au fond de moi. Quelqu'un avait signé mon nom et le candidat le plus probable ayant accès au style de ma signature et un mobile était assis chez ses parents attendant que je change d'avis. Denise a retracé les transferts de notre compte d'épargne joint vers un compte professionnel qu'André avait ouvert 18 mois plus tôt sous un nom légèrement différent de son entreprise de rénovation, Bonnet Immobilier Holding. Une société écran qui n'existait pour autant qu'elle puisse le dire que pour déplacer de l'argent là où je ne pensais pas à regarder. Près de 31 000 € avaient transité par ce compte au cours de la seule année dernière, une partie ayant servi à l'apport pour la Maison du Lac, une autre partie ayant simplement disparu, dépensée pour des choses que Denise travaillait encore à identifier. Laure a déposé une motion demandant le gel temporaire de nos comptes joints et une injonction empêchant la vente ou le refinancement de la Maison du Lac pendant que l'enquête se poursuivait. Elle m'a prévenu que cela pourrait le provoquer. Elle n'avait pas tort. André a appelé le même après-midi, puis 1 heure plus tard, puis encore 6 fois avant le dîner. Je n'ai répondu à aucun de ces appels. À la fin de cette première semaine, mon journal d'appels affichait plus de 40 appels manqués ainsi qu'une série de SMS qui oscillaient sauvagement entre la colère et quelque chose qui ressemblait presque à de la supplication. Nous devons parler. Tu deviens folle. C'est la faute de mon père, pas la mienne. Rappelle-moi Mireille. Je suis sérieux. J'ai lu chaque message et n'ai répondu à aucun. Laure avait été claire là-dessus dès le début. Tout ce que je dirais maintenant sous le coup de la colère ou du doute pourrait être utilisé contre moi plus tard, déformé en quelque chose que ce n'était pas. J'ai donc laissé le téléphone vibrer sur mon comptoir et je me suis concentrée à la place sur ma mère qui se remettait bien, s'asseyant dans son fauteuil la plupart des après-midi,
assez forte maintenant pour me poser des questions précises sur les raisons pour lesquelles je semblais si distraite. Je ne lui avais pas encore tout dit. Je lui ai dit ce que je pouvais gérer, qu'André et moi avions de graves problèmes, qu'un divorce était probable, que j'avais besoin qu'elle se concentre sur sa guérison et me laisse m'occuper du reste. Elle a étudié mon visage comme le font les mères, voyant clair à travers la version épurée, mais elle n'a pas insisté. Elle a juste tendu la main et a serré la mienne en disant « Tu as toujours su comment gérer les choses, Mireille. Je te fais confiance. » Le tournant de l'affaire est venu d'une source sur laquelle je ne m'attendais pas à m'appuyer aussi lourdement, Guillaume. Il est venu volontairement au cabinet de Laure sans que je lui demande et s'est assis en face d'elle pendant près de 2 heures, lui expliquant tout ce qu'il savait. La boîte de son garage, les courriels entre André et son conseiller financier, les années où il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas sans rien dire. Il a signé une déposition confirmant la chronologie de ce qu'il avait trouvé et quand, ainsi que son récit de la remise de l'enveloppe à l'hôpital. Laure m'a dit plus tard que la coopération de Guillaume était, selon ses mots, le levier le plus puissant que nous ayons. Un père témoignant contre son propre fils n'était pas quelque chose que les jurés ou les juges prenaient à la légère. Cela signalait plus que n'importe quel relevé bancaire que ce n'était pas un conjoint amer exagérant des griefs. C'était un schéma assez sérieux pour que même la propre famille d'André ne puisse pas le défendre. Carole, comme on pouvait s'y attendre, était furieuse quand elle a appris ce que Guillaume avait fait. J'en ai entendu parler indirectement par Guillaume lui-même, qui m'a appelé un soir semblant à la fois épuisé et étrangement plus léger que je ne l'avais entendu depuis des semaines. Elle m'a dit que je trahissais notre fils, a-t-il dit. Je lui ai dit que j'avais passé 30 ans à enseigner aux gens que les chiffres ne mentent pas et que je n'allais pas commencer à prétendre le contraire maintenant, même pas pour André. Je lui ai demandé comment il tenait le coup, sincèrement inquiète malgré tout. Il est resté silencieux un moment avant de répondre. Mieux que je ne l'espérais, a-t-il dit. Je pense que je portais cela depuis bien plus longtemps que je ne le réalisais. C'est étrange de voir à quel point la vérité semble légère, même quand elle est laide. J'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Chaque jour qui passait avec le dossier qui s'épaississait, avec les preuves s'accumulant dans des dossiers soigneusement étiquetés sur le bureau de Laure, je me sentais moins comme une femme dont la vie avait été brisée et plus comme quelqu'un reconstruisant lentement un sol solide sous ses pieds. Mais la paix, je l'apprenais rapidement, a une façon de provoquer les gens qui bénéficient du chaos. Les appels d'André n'ont pas cessé. Au contraire, ils se sont multipliés. Et un soir, en parcourant la série de messages sans réponse sur mon téléphone, j'ai remarqué que le ton changeait encore. Plus en colère, plus suppliant, mais quelque chose de plus froid et de plus calculé. Tu n'as aucune idée de ce que tu es sur le point de te faire, Mireille. Parle-moi avant que cela n'aille plus loin. Je l'ai transféré directement à Laure sans répondre comme elle me l'avait ordonné. Elle m'a rappelé dans l'heure. Il sait que nous sommes proches de déposer la demande, a-t-elle dit. Ce qui signifie qu'il sait que son père a parlé. Mireille, je veux que tu sois préparée. Les hommes comme lui ne supportent pas bien de perdre le contrôle. Je veux que tu sois prudente au cours des prochains jours. Je lui ai dit que je le serais. Je ne savais pas encore à quel point elle avait raison de m'avertir. L'audience temporaire a été fixée à un jeudi matin dans une salle d'audience qui semblait plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des murs beiges et des néons, rien qui ressemble au décor dramatique que j'avais vu à la télévision. Laure était assise à mes côtés à la table des plaignants, calme et posée d'une manière qui stabilisait mes propres nerfs. De l'autre côté de l'allée, André était assis avec son propre avocat refusant de regarder dans ma direction ne serait-ce qu'une fois. Je ne l'avais pas vu en personne depuis l'appel téléphonique 3 semaines plus tôt. Il paraissait plus mince. La mâchoire serrée, un homme manifestement en train de s'effondrer sous une pression qu'il ne s'était pas attendu à affronter. Une partie de moi, un petit morceau têtu que je n'avais pas totalement lâché, avait encore mal en le voyant. 19 ans ne disparaissent pas juste parce que la vérité finit par arriver. Mais cette douleur restait sagement assise à côté d'un sentiment beaucoup plus fort. Une clarté et quelque chose de proche de la détermination. Laure a commencé par présenter le rapport complet de l'experte comptable judiciaire, expliquant au juge les transferts vers Bonnet Immobilier Holding, le compte écran qu'André avait utilisé pour siphonner l'argent de notre épargne commune pendant la majeure partie de 2 ans.
Denise a pris la parole et a expliqué dans un langage clair et mesuré exactement comment les fonds avaient bougé, où ils avaient atterri et comment le moment de ces transferts s'alignait précisément avec les dépenses majeures pour la Maison du Lac. Puis vint l'analyste en graphologie, qui a témoigné que la signature sur les documents hypothécaires présentait des incohérences mesurables avec ma signature connue, des incohérences assez significatives selon son opinion professionnelle pour indiquer la probabilité d'une falsification. L'avocat d'André a tenté de riposter, suggérant une variation naturelle des signatures au fil du temps, mais l'analyste a maintenu sa position, expliquant au juge les points de pression et la formation des lettres avec la patience de quelqu'un qui avait fait cela 100 fois auparavant. Le courriel a été le moment où j'ai senti l'atmosphère de la salle changer. Laure l'a lu à haute voix, lentement et délibérément, laissant chaque mot résonner. Quand Hélène décédera, Mireille héritera de la maison. Nous refinancerons tout à ce moment-là pour l'injecter dans la propriété du lac. J'ai regardé l'expression du juge changer en l'entendant, un léger plissement autour de ses yeux, le regard de quelqu'un recalibrant tout ce qu'il avait supposé sur l'homme assis à cette table. Et puis Guillaume a pris la parole. Je ne m'étais pas tout à fait préparé à ce que cela ferait de voir mon beau-père s'asseoir sur ce fauteuil de témoin et témoigner contre son propre fils. Sa voix était stable mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement là où elles reposaient sur la barre en bois. Il a confirmé la chronologie, la découverte des courriels 18 mois plus tôt, la boîte dans son garage, l'enveloppe qu'il m'avait remise à l'hôpital. Quand l'avocat d'André lui a demandé presque avec incrédulité pourquoi un père témoignerait contre son propre enfant, Guillaume a regardé directement le juge et a répondu sans hésitation. Parce que mon fils a essayé de construire son avenir sur la confiance de ma belle-fille et sur le chagrin de la mère de mes petits-enfants, a-t-il dit. J'ai passé toute ma carrière à m'assurer que les chiffres disent la vérité. Je n'allais pas m'arrêter maintenant juste parce que la vérité était gênante pour ma propre famille. La salle d'audience est restée silencieuse un moment après cela. Même l'avocat d'André a semblé faire une pause avant de continuer. Au moment où l'audience s'est terminée 3 heures plus tard, le juge en avait entendu assez. Elle a ordonné une enquête formelle sur une potentielle fraude financière, a gelé tous les comptes contestés en attendant le résultat et a accordé l'injonction empêchant toute vente ou tout refinancement de la Maison du Lac. En quelques jours, la banque qu'André avait utilisée pour l'hypothèque a suspendu le prêt en attendant sa propre révision interne de la signature falsifiée, et sa ligne de crédit professionnel liée, s'est-il avéré, à certains des mêmes documents financiers falsifiés a été entièrement retirée. J'ai appris par Laure, qu'il avait appris par l'avocat adverse, que l'entreprise de rénovation d'André luttait déjà sous le poids des actifs gelés et d'une ligne de crédit suspendue. Les contrats sur lesquels il comptait pour les mois à venir tombaient à l'eau. La vie qu'il avait bâtie sur de l'argent emprunté et une confiance empruntée s'effondrait à une vitesse qui semblait le prendre lui-même de court. Je ne me suis pas sentie triomphante en voyant cela arriver. Je veux être honnête à ce sujet. Il n'y avait aucune satisfaction à voir un homme que j'avais aimé pendant 19 ans perdre tout morceau par morceau. Même un homme qui m'avait menti, avait falsifié mon nom et avait planifié autour de la mort de ma mère comme s'il s'agissait d'une ligne budgétaire dans un tableur. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus calme. L'épuisement particulier d'être enfin cru, de voir un système construit pour protéger les gens comme moi faire enfin son travail. Carole m'a appelé 2 fois cette semaine-là. Sa voix était tranchante avec une colère qui n'avait plus nulle part où aller maintenant que Guillaume avait choisi son camp. Elle m'a accusé de détruire sa famille, de monter son mari contre son fils, de me soucier plus de l'argent que de 19 ans de mariage. Je l'ai laissé terminer les 2 fois sans l'interrompre, et les 2 fois j'ai simplement dit la même chose avant de raccrocher. André a détruit cette famille bien avant que je ne le découvre, Carole. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas le savoir. André, de son côté, est resté silencieux pendant 2 jours après l'audience, un silence inhabituel que Laure m'a conseillé de ne pas prendre pour de la résignation. Les hommes comme lui ne se taisent pas parce qu'ils ont accepté la défaite, m'a-t-elle dit au téléphone. Ils se taisent parce qu'ils se regroupent. Elle avait raison. Le 3e soir, mon téléphone s'est éclairé avec son nom à presque 23 heures. Et quand je n'ai pas répondu, les appels ont continué les uns après les autres, plus rapides et plus colériques qu'avant.
J'ai mis mon téléphone sur silencieux et je l'ai posé face contre terre sur ma table de chevet, mais je n'ai pas réussi à m'endormir, un vieil instinct écoutant encore le bruit de sa camionnette dans l'allée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour savoir si cet instinct était juste. Les coups ont commencé à 21h47 ce mardi soir, et au moment où j'ai reconnu le rythme, dur, irrégulier, furieux, je savais déjà exactement qui se tenait de l'autre côté de ma porte. Ouvre cette porte. Tu as tout gâché. Je me tenais dans mon couloir, les bras croisés, le dos contre le mur de plâtre frais à l'endroit exact où cette histoire a commencé. La voix d'André s'est brisée sur le mot gâché, aiguë et désespérée, dépouillée de chaque once de l'assurance dont je me souvenais de nos 19 ans de mariage. Je n'ai pas bougé vers la porte. Je n'ai pas tendu la main vers la poignée. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer comme Laure me l'avait dit de le faire si cela arrivait. « André, tu dois partir », ai-je dit à travers la porte, en gardant ma voix calme. « Tu as gelé mes comptes. Mon père s'est retourné contre moi. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à mon entreprise ?» Son poing a frappé la porte encore une fois, plus fort cette fois. « Qu'est-ce que mon père t'a donné ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte qu'il cachait ? » J'ai remarqué ce qu'il n'avait pas demandé. Il n'a pas demandé comment ma mère se remettait. Il n'a pas demandé si j'étais en sécurité seule dans une maison dans laquelle il essayait actuellement de s'introduire par sa voix, sinon encore par ses mains. 3 semaines d'effondrement, et sa seule question concernait les preuves que j'avais contre lui. « Rentre chez toi André », ai-je dit. La police est déjà en route. Je les avais appelés dès que j'avais entendu sa camionnette dans l'allée, un vieil instinct prenant le dessus avant même que la pensée consciente ne rattrape. Mais ce ne sont pas les sirènes qui l'ont finalement arrêté. Ce sont des phares balayant ma pelouse alors qu'une autre voiture se garait derrière sa camionnette, et Guillaume est sorti se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu faire depuis des mois. « André !» La voix de Guillaume a percé la nuit, ferme d'une manière qui a figé même André en plein élan. « Arrête !» André s'est tourné et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai vu le père et le fils se tenir face à face sans que plus rien ne reste non dit entre eux. « C'est toi qui as fait ça », a dit André, la voix tremblante. « Tu lui as tout donné. Ton propre fils. » Guillaume n'a pas scié. Il s'est approché jusqu'à se tenir entre André et ma porte d'entrée, un vieil homme en coupe-vent paraissant soudain plus grand que je ne l'avais jamais vu. « Non », a dit Guillaume, calme et définitif. « Tu t'es ruiné tout seul. J'ai juste arrêté de t'aider à le cacher. » La lumière de l'entrée a pleinement capté le moment où le visage d'André s'est décomposé. Pas de remords, je ne pense pas, mais avec la fureur particulière d'un homme voyant sa dernière excuse disparaître. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais le son d'une voiture de patrouille tournant dans la rue l'a coupé. 2 policiers se sont approchés, calmes et procéduriers, et ont demandé à André de s'éloigner de la propriété. Il a regardé la porte une dernière fois, puis Guillaume debout fermement devant elle, et quelque chose en lui a semblé enfin comprendre qu'il n'y avait plus rien pourquoi se battre ici. Il est remonté dans sa camionnette. Il est parti. J'ai ouvert la porte seulement après que les feux arrière eurent disparu au bout de la rue. Guillaume se tenait sur mon perron, les épaules plus basses que je ne les avais jamais vues, et je l'ai pris dans mes bras, ce qui nous a surpris tous les deux. « Merci », ai-je dit, « pour tout ce que vous avez sacrifié pour faire ce qui est juste. » « J'aurais dû le faire il y a des années », a-t-il dit contre mon épaule. « Je suis juste content de l'avoir enfin fait pendant que cela comptait encore. » Les 6 mois qui ont suivi se sont déroulés plus lentement que les 3 semaines qui avaient tout bouleversé, de la façon dont la guérison se déroule toujours par rapport à la rupture. Le divorce a été finalisé au début du printemps. André a été condamné à vendre la maison du lac et une partie importante du produit de la vente a servi à rembourser le prêt frauduleux et l'argent qu'il avait siphonné de nos comptes joints. Son entreprise, déjà affaiblie, ne s'est jamais totalement remise du gel du crédit et de l'atteinte à sa réputation qui a suivi une fois que le bruit a couru dans la communauté des entrepreneurs de Lyon au sujet de la signature falsifiée. Carole a cessé d'appeler complètement. Guillaume a demandé son propre divorce 2 mois après l'audience, mettant fin à un mariage qui avait passé des décennies à se plier au contrôle de Carole.
Il m'a dit une fois autour d'un café dans ma cuisine que me voir enfin me défendre lui avait rappelé ce que l'on ressentait en voulant quelque chose de mieux qu'une endurance silencieuse. Ma mère s'est complètement rétablie. Son cardiologue lui a donné le feu vert pour une activité normale au début de l'été, et au moment où le jardin derrière sa maison a fleuri de nouveau, elle était là-bas la plupart des matins, agenouillée dans la terre pour planter des tomates comme elle l'avait fait chaque année de mon enfance. Je me tenais à sa porte arrière un dimanche après-midi de juin en la regardant travailler, le soleil attrapant les reflets gris dans ses cheveux, et j'ai pensé à tout ce que les 6 derniers mois m'avaient pris et à tout ce qu'il m'avait rendu en retour. J'ai pensé aux signatures qui n'étaient pas les miennes, au courriel qui planifiait sa mort, à un appel téléphonique qui me disait de me débrouiller seule. Et j'ai pensé à une enveloppe et à un garage et à un père qui a choisi la vérité plutôt que la loyauté envers son propre sang et à une sœur qui n'a jamais hésité une seule fois à offrir tout ce qu'elle avait. Ma mère a levé les yeux en essuyant la terre de ses mains et m'a souri comme elle l'a fait toute ma vie, stable, inébranlable, présente. Je pensais que l'amour signifiait tout sacrifier, lui ai-je dit en m'asseyant sur la marche du perron à côté de son carré de jardin. Maintenant je sais que l'amour, ce sont les gens qui restent quand la vie devient difficile. Elle a tendu la main et a serré la mienne de la même façon qu'elle l'avait fait dans cette chambre d'hôpital des mois plus tôt, et nous sommes restés assis ensemble dans le calme, le genre de calme qui ressemblait enfin à la paix plutôt qu'à la perte. Cette histoire nous rappelle avec force que la confiance ne doit jamais être synonyme d'aveuglement. Le personnage de Mireille illustre parfaitement la résilience d'une femme qui, face à la trahison la plus profonde, choisit la clarté et la dignité plutôt que la soumission. La leçon fondamentale ici est que la loyauté familiale a ses limites lorsqu'elle sert à couvrir l'immoralité ou le crime. Guillaume, en choisissant de dénoncer son propre fils, incarne l'intégrité ultime, celle qui préfère la vérité à la protection d'un proche malhonnête. Le mariage ne doit pas être un contrat où l'un s'efface pour le profit secret de l'autre, mais un partenariat de transparence. La chute d'André montre que tout ce qui est bâti sur le mensonge finit inévitablement par s'écrouler, surtout quand les piliers de ce mensonge sont les personnes que l'on prétend aimer. C'est un récit sur la réappropriation de sa propre vie et sur la découverte de qui sont nos véritables alliés dans l'adversité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de Guillaume de témoigner contre votre propre enfant si vous découvriez qu'il agissait de la sorte ? Selon vous, la trahison financière est-elle plus difficile à pardonner qu'une autre forme d'infidélité ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, cela aide la communauté à se soutenir face à de telles